Euh, bonjour, bon appétit pour ceux qui ont la chance de manger. J'aurais mieux fait de ne pas faire de présentation à l'heure du midi. C'était pas une bonne idée. Je savais que. J'ai une horloge qui m'affiche 11 minutes 53. Donc je ne sais pas si c'est le temps qui est censé s'écouler sur cette présentation de 15 minutes ou si c'est juste parce qu'elle n'a pas été mise à jour. Donc en théorie, j'ai 15 minutes pour vous parler d'Unikernel. Ce qu'on pourrait appeler le futur des containers. Euh, alors, le futur des containers, c'est un petit peu un mensonge parce que c'est une technologie, une idée qui est assez vieille, hein, qui date des années 90 et qui est même beaucoup plus vieille que ça puisque ça consiste simplement à se dire que peut-être que lorsqu'on a des espaces contraints, on n'a pas forcément besoin de l'ensemble d'une stack de 50, 100, 150 mégas, incluant VM, etc., pour travailler. Donc si vous êtes comme moi, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, donc j'utilise Docker au quotidien et je déploie des applications avec. Et Docker, c'est très bien. C'est devenu tellement bien, c'est tellement bien que c'est devenu vraiment extrêmement hype. On en met partout. Docker, c'est une technologie possible pour faire des containers. La question intéressante, c'est pourquoi on fait des containers et qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour faire ça. Docker répond très bien à un besoin qui est de faciliter, de faciliter l'empaquetage de systèmes et d'applications, de faciliter le déploiement de microservices. Donc, bon, il y a toute une logique qui vient derrière. À force de m'intéresser à ces choses-là, et dans mon travail, de me dire, bah, tiens, bon, c'est intéressant cette idée-là, et puis c'est une idée qu'on a envie effectivement qu'on a envie de creuser, de se dire, ben, maintenant je fais un container, mais dans mon container j'ai quand même encore plein de trucs, et puis mon container il est quand même obligé d'avoir un OS, et puis de tourner avec un OS qui contient un démon Docker, et puis dire mais est-ce que je pourrais pas faire des économies parce qu'il y a plein de moments où par exemple j'ai un simple reverse proxy à mettre en place ou j'ai un petit service qui va par exemple valider une authentification ou valider une requête ou valider un token ou bon, tout un ensemble de petits services. Je me dis, bah, ouais, un container Docker, bah, c'est bien, mais bon, j'ai quand même une machine assez lourde. Et la question, c'est est-ce que je pourrais pas aller un peu plus loin. Donc, j'ai commencé à creuser. Et puis, par ailleurs, j'ai une prédilection personnelle pour les langages fonctionnels. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant. Quand on réfléchit un petit peu, il y a plein de gens qui s'intéressent à qu'est-ce qu'on peut faire avec un langage fonctionnel. Et en particulier, qu'est-ce qu'on peut faire avec un langage fonctionnel au niveau système. Donc, vous avez un certain nombre de choses qui existent pour le packaging, pour la gestion de ressources, pour la gestion de la concurrence. Et se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire et puis dire, mais utiliser un langage de haut niveau pour produire des choses de bas niveau. Et donc, j'ai découvert récemment, j'ai découvert ce projet très intéressant qui s'appelle Mirage OS. Donc Mirage OS, c'est quoi comme son nom l'indique, c'est un OS. En fait, c'est un OS pour packager des applications sous forme d'unikernel. Donc, vous avez un article très intéressant qui est un article introductif sur ce que c'est qu'un unikernel et ce que c'est que Mirage OS. Et cet article va expliquer un petit peu cette démarche. Et donc, moi, ça m'a paru très intéressant. J'ai commencé à essayer de jouer un petit peu avec ça. Je venais plutôt du langage Haskell, donc j'ai plutôt fait beaucoup de Haskell. Et d'ailleurs, j'en parle demain. Si vous avez envie de parler de langage fonctionnel demain, je fais un shameless plug. Et donc j'ai regardé, est-ce qu'il existait quelque chose dans Haskell. Alors oui, il existe quelque chose dans Haskell. Je vous donnerai des références à la fin du talk. Il existe un projet qui s'appelle HalVM, qui est un peu la même philosophie, mais qui utilise Haskell comme langage, mais qui est un peu moins bien packagé, un peu moins mature. Pour tout dire, qui est quand même
un petit peu beau de décoffrage. Donc Mirage OS, c'est un projet qui fait partie, du projet Xen, qui est hébergé par le projet Xen, qui est développé par un certain nombre de personnes, notamment une équipe essentiellement sur Cambridge. Je sais qu'il y a des gens d'IBM aussi qui travaillent là-dessus à New York. C'est un projet qui est maintenant en version 2.8.0, donc qui a déjà quelques années de développement. La version 1 est sortie en 2013, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un projet, voilà, c'est un projet qui est assez, qui a déjà un petit peu de momentum. L'idée de Mirage OS, c'est quoi? C'est très simple. C'est de considérer, enfin c'est très simple. C'est très simple dans l'idée, bien évidemment, dans les détails, c'est un petit peu plus compliqué. C'est de considérer qu'à gauche, vous avez une pile classique. Hein, vous avez donc votre application et vos trucs de configuration qui sont un tout petit bout du système, là, tout en haut. Et puis en dessous, vous avez toute la pile de systèmes dont vous dépendez. Alors, c'est très bien, bien sûr, hein, parce que ça offre plein d'abstractions, plein d'outils. Donc, la question, c'est pas de remettre en cause ce modèle. Mais quand vous faites des choses pas trop complexes, ou dans des environnements contraints, ou avec des contraintes de sécurité assez fortes, devoir dépendre d'un runtime, donc le célèbre JRE ou n'importe quel autre runtime. Runtime qui s'appuie bien évidemment sur des bibliothèques système, une libc, des libs divers et variés, une libz, libm, whatever. Bibliothèques qui ont pour unique fonction en fait, de vous abstraire des appels système, donc des appels au noyau. Donc vous avez un OS en dessous. Et puis cet OS, comme on est en 2016, très souvent cet OS il tourne lui-même sur un hyperviseur, hein, sur une machine virtuelle, qui elle-même, au bout du compte, finit par tourner sur du hardware. Donc dans un certain nombre de cas que j'ai énoncés, qui ne sont pas évidents, qui sont pas forcément très courants, mais qu'on va rencontrer de plus en plus dans des systèmes répartis, dans des systèmes aussi embarqués, on a envie de se dire, plutôt que de devoir gérer toute cette pile, est-ce qu'on ne pourrait pas y trouver un moyen de garder ce qu'on aime bien, c'est-à-dire des langages de haut niveau, sophistiqués, avec un certain nombre de garanties de correction, autrement dit, pas de l'assembleur ou pas du C, et par ailleurs, d'enlever le gras, d'enlever pas ce qui est inutile, bien sûr, mais d'enlever la partie qui n'est pas forcément nécessaire. Par exemple, si vous faites un reverse proxy, l'utilité d'avoir un driver de disque ou l'utilité d'avoir un driver de port parallèle dans votre OS, elle n'est pas évidente. A priori, la seule chose dont vous avez besoin, c'est un driver réseau, donc de pouvoir parler au réseau. Donc voilà, cette idée, elle est évidente, enfin elle est évidente. Quand on réfléchit un petit peu, elle peut paraître relativement simple. La question, c'est comment on le fait concrètement. Alors, vous avez différentes approches. Une approche qui est, que je vais dire, plutôt bottom-up, qui est de dire, on a des OS qui existent. Ces OS, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait les transformer comme des OS en kit, les couper en morceaux, dire, finalement, si je prends un Linux ou un BSD ou un Unix standard, je vais découper mon OS en morceaux, récupérer juste les parties qui m'intéressent, avoir juste un kernel, un tout petit noyau minimal peut-être pour gérer des process, voire même pas, hein, juste pour lancer un process, et puis prendre juste les drivers qui m'intéressent. Donc ça, c'est l'approche. Il y a un projet qui s'appelle rumkernel qui fait ça, qui s'appuie en fait sur une transformation sous forme de librairie de, si mes souvenirs sont bons, NetBSD ou FreeBSD, je ne sais plus. Et l'idée, c'est bien, vous prenez votre Unix standard, votre application Unix, donc, que vous avez compilée pour un Unix, qui va utiliser la libc, et puis ce que va faire rumkernel, c'est qu'en fait, il va vous packager tout ça dans un unikernel en ne prenant que ce qui est nécessaire. Que les drivers qui vont bien, que le bout de noyau qui va bien, que le bout de libc que vous utilisez, donc vraiment en découpant la grande masse monolithique que vous utilisez d'habitude, pour avoir juste le nécessaire. Donc ça, c'est très pratique. Ça veut dire qu'en fait, vous ne changez rien à votre applicatif habituel. S'il tourne, grosso modo, s'il tourne sur un Linux avec une libc, il va tourner avec un rumkernel. Bon, ça, c'est la promesse. La réalité est un petit peu plus compliquée, c'est toujours pareil, mais bon, le diable est dans les détails. L'approche de Mirage, et l'approche qui est aussi celle de HAL-VM, qui est aussi celle d'autres projets, c'est de partir plutôt top-down, c'est-à-dire,
En fait, ce qu'on veut, c'est avoir un environnement de développement qui nous permette de construire des choses solides, d'avoir un certain nombre de garanties. Typiquement, MirageOS, pour la petite histoire, vient plutôt, c'est des gens qui s'intéressaient, c'est des gens qui viennent du monde plutôt de la sécurité. Donc, c'est des gens qui ont des contraintes de sécurité assez fortes, qui ont envie de se poser la question, est-ce qu'on peut avoir des systèmes plus sécurisés, plus fiables, des développements plus sécurisés, plus fiables. Donc, avoir un langage, un environnement de développement qui soit plus sûr, et puis produire en fait l'OS nécessaire avec les composants nécessaires, composants qui viennent du même environnement, pour produire un résultat final qui va être mon unique kernel. Donc ces deux approches, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ça répond vraiment à deux besoins différents. La particularité de MirageOS, c'est d'être écrit et d'utiliser, de proposer un environnement de développement en OCaml. Je ne vais pas parler des mérites d'OCaml. Déjà, j'aurais du mal à parler des mérites d'OCaml, n'étant pas un expert en OCaml. Mais l'idée principale d'OCaml, si je le compare par rapport à Haskell, que je connais très bien, c'est vraiment l'idée d'avoir un environnement fortement typé. Donc, avoir un environnement fortement typé, avoir la possibilité vraiment d'offrir des garanties statiquement à la compilation, c'est quelque chose qui a toujours été l'objectif des langages de la famille ML, que ce soit Camel ou Haskell, et donc c'est quelque chose d'important. Une fois que vous avez cet environnement-là, vous pouvez avoir un certain nombre d'outils qui vont permettre de vérifier, de valider votre binaire. OCaml, c'est un langage qui est très utilisé. Alors, évidemment, beaucoup moins que Java, mais qui est très utilisé dans un certain nombre d'environnements, l'embarqué, l'aéronautique, la finance de marché, la HFT, des choses comme ça. Et puis, c'est un langage qui est français à l'origine, donc what's not to love. Donc, il y a vraiment un certain nombre de facteurs intéressants dans OCaml pour développer des unikernels. Alors, concrètement, je vais essayer de vous faire une petite démo rapide. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on part. Donc, je suis sur mon environnement de Mac. Donc là, j'ai développé un petit service. L'idée, c'est je veux développer un petit service qui va me permettre d'authentifier en fait. De faire un appel GET, de passer un nom et un password, et puis de vérifier un nom et un password dans une table de hachage, dans une table de clé valeur. Donc, fonctionnellement, évidemment, on ne fera pas ça en vrai, mais bon. L'idée, c'est simplement d'avoir un service qui pourra être déployé de manière autonome et par exemple être utilisé par un Nginx pour vérifier des requêtes. Donc ça, c'est du OCaml. Bon, je ne vais pas vous détailler la syntaxe, ce n'est pas le but du jeu. La partie intéressante, en fait, c'est de dire que tout ça, c'est du code standard. La seule particularité, c'est de dire que ce code, en fait, il va abstraire un certain nombre de services. Et en l'occurrence, il va abstraire des services qui sont la console, qui sont... K, c'est une base de données clé-valeur, un store clé-valeur, et con, qui est une connexion, donc qui est la connexion et la liaison au réseau. Et donc, mon main est paramétré par, en fait, le système dans lequel il va tourner. Après, je fais un certain nombre d'incantations qui vont bien pour faire mon service. Et puis, mon code HTTP, c'est un code HTTP tout à fait standard, que les puristes de OCaml me pardonnent si ce n'est pas vraiment idiomatique. Mais bon, l'idée, c'est que ça fait le job, ça récupère une URI, récupère des paramètres, et ça répond. Donc ça, c'est vraiment mon code applicatif. Ce code applicatif, il vient accompagner du code de configuration qui est le code de MirageOS proprement dit. Ce code de MirageOS, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire comment je configure mon réseau, il va me dire quelle bibliothèque je vais utiliser, et il va surtout me dire quels sont les dépendants systèmes dont j'ai besoin. Et donc, c'est là où vous allez retrouver en fait ma console, ma clé valeur, ma connexion réseau, etc. Et ce code, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, à partir de cette même configuration, l'idée, c'est d'être capable de builder ce code en fonction du système vers lequel je vais le dessiner. Et c'est MirageOS qui va en fait s'occuper de gérer la configuration pour moi et de gérer la destination du système. Donc là, je suis sur Unix, sur Mac. Donc ce que je vais faire, c'est lui demander de compiler en fait mon système
Alors, évidemment, l'effet démo est redoutable. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, bah, il faudra me croire sur parole. Donc, je peux compiler, en fait, je vais configurer mon système avec Mirage, et puis je peux lancer mon exécutable. Donc là, c'est un exécutable Mac tout à fait standard. Hein. Et puis cet exécutable, je peux lui demander voilà, de se connecter. Et il est directement accessible. Donc ça, c'est bien. Mais ce que je peux faire en plus, c'est à partir du même code, en fait, produire directement une machine virtuelle, une description pour une machine virtuelle de Xen. Donc, ce que je vais avoir ici, ça va être, pour ceux qui connaissent Xen, alors, je vais lancer là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé pour développer une machine virtuelle dans mon environnement sur VirtualBox. Cette machine virtuelle, en fait, contient un environnement Xen, et bien évidemment, bon, c'est l'effet démo. En 15 minutes, c'était un petit peu audacieux. En théorie, quand les choses marchent bien, je suis censé être capable, en fait, de recompiler le même code sur Xen, sur la plateforme Xen, et de produire un exécutable qui est en fait un kernel. Et donc ce kernel, qu'est-ce que je peux en faire? Je le déploie comme n'importe quel autre kernel, comme n'importe quelle machine virtuelle, et directement sur l'hyperviseur. Donc si vous avez envie de creuser un peu plus, vous avez donc la doc sur le Mirage, et j'ai mis en ligne un tutoriel qui permet d'aller un peu plus loin. Voilà donc un certain nombre de références sur ce projet. Donc je vous ai mis quelques liens sur donc Mirage qui est en Camel, sur le projet ALVM en Haskell, et il existe un projet qui est à peu près équivalent en Erlang. Et je vous remercie pour votre attention.